En ce début d'année 2026, on peut vraiment dire que le paysage technologique mondial ressemble à s'y méprendre à, un véritable thriller géopolitique. Ouais, le mot est faible, c'est digne d'un film. Totalement. Alors bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Les notes, les articles et les données de marché qu'on a rassemblées aujourd'hui ont été spécifiquement compilées pour déconstruire un scénario que très peu de prévisionnistes auraient osé imaginer. Il y a encore 2 ou 3 ans, personne n'y croyait. Non, personne. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'analyser une résurrection spectaculaire, celle de Huawei. L'idée, c'est de comprendre comment cette entreprise qui était censée être, disons, totalement asphyxiée par un blocus international inédit, comment elle ne s'est pas juste contentée de survivre. Elle a fait bien plus que survivre, oui. C'est ça. Elle est devenue purement et simplement le pilier central de l'indépendance technologique de la Chine. Je suis fascinée par l'ampleur de cette remontada. C'est effectivement un cas d'étude sans précédent dans l'histoire industrielle moderne. Et pour bien poser le cadre analytique dès le départ, il est crucial de changer notre grille de lecture habituelle. C'est-à-dire. Eh bien, quand on évoque ce géant aujourd'hui, en 2026, il faut impérativement sortir de l'image de, tu sais, la simple marque de téléphone portable ou du fournisseur d'antennes 5G. Ouais, c'est fini cette époque. Exactement. La réalité factuelle démontre que l'entreprise a développé un écosystème parallèle absolument complet. Il s'agit désormais d'une infrastructure technologique totale, pensée pour fonctionner en parfaite autarcie. Et c'est justement là que réside la grande ironie de cette histoire. Ce qui devait, en théorie, isoler et paralyser l'entreprise a en fait agi comme un puissant catalyseur. Hmm, L'embargo a littéralement forcé la création d'un colosse de l'autonomie. Un acteur qui est capable aujourd'hui de maîtriser l'intégralité de la chaîne de valeur, depuis la conception de la moindre ligne de code logiciel jusqu'à l'interface qui projette des informations directement sur le bitume d'une route. c'est vertigineux quand on y pense. Bon, décortiquons tout ça. Commençons par le grand saut logiciel. Pendant très longtemps, le consensus absolu en Occident était simple. Perdre l'accès au système d'exploitation Android de Google, c'était signer un arrêt de mort définitif pour n'importe quel fabricant de smartphone. Bah oui, parce que qui achèterait un appareil coupé des standards mondiaux? Voilà. Pourtant, le paysage actuel est radicalement différent avec l'adoption massive de HarmonyOS Next, qu'on appelle souvent pure harmonie dans le milieu. Ce qui est fascinant ici, c'est l'ampleur de la rupture technique que ça représente. Historiquement, créer un nouveau système d'exploitation mobile à partir de zéro, c'est un cimetière d'ambition. Oh oui, de très grandes entreprises occidentales s'y sont cassées les dents. Exact. Au début des sanctions, les premières versions de l'interface de Huawei s'appuyaient d'ailleurs encore sur des fondations connues. Ils utilisaient des éléments open source d'Android pour assurer une transition en douceur. Pour ne pas brusquer les utilisateurs. C'est ça. Mais avec HarmonyOS Next, le cordon ombilical est définitivement coupé, la rupture est totale. Ce n'est plus une surcouche logicielle et ça ne repose même plus sur le célèbre noyau Linux. C'est du 100% maison alors. Le code source est intégralement fait maison, oui. L'indépendance architecturale est absolue. C'est un changement de paradigme qui bouleverse pas mal d'idées reçues, surtout avec ce concept de système d'exploitation distribué. Ah, ça c'est la clé de voûte. Ouais, parce que contrairement à un écosystème classique de 2026, genre iOS 19, qui reste fondamentalement pensé autour d'un appareil central, le téléphone, et de ses satellites-là, ce nouveau système fonctionne sur une logique complètement différente. Tout à fait. C'est littéralement le même noyau logiciel, la même base mathématique qui fait tourner une montre connectée, un smartphone dernier cri et le tableau de bord d'un véhicule lourd. Le même cerveau partout. L'exemple pratique tiré de nos sources est d'ailleurs super frappant. L'architecture est conçue de telle sorte qu'on peut prendre une application de navigation ou de musique, ouverte sur l'écran d'un téléphone, et d'un simple glissement de doigt l'envoyer directement sur le pare-brise interactif d'une voiture de la gamme Aito. Et sans aucune latence. Exactement. La fluidité est immédiate parce que le logiciel ne perçoit pas deux machines distinctes qui tentent de se synchroniser, il voit un seul et unique environnement matériel distribué dans l'espace. L'impact de cette prouesse d'intégration se traduit d'ailleurs par un basculement historique sur les marchés. Les chiffres sont dingues. Ouais, les dynamiques de vente montrent qu'en Chine, HarmonyOS a officiellement dépassé iOS en part de marché, et ce, dès le début de l'année 2025. C'est un seuil symbolique et commercial majeur. Ça change la donne. Totalement. Aujourd'hui, la bataille pour la suprématie sur ce marché domestique titanesque se joue exclusivement dans un face-à-face avec Apple. Les autres acteurs historiques de la téléphonie mondiale ont été mécaniquement relégués à l'arrière-plan de ce duopole. C'est une réussite logicielle indéniable.
Mais bon, un système d'exploitation, aussi brillant soit-il, ce n'est qu'une coquille vide sans le matériel physique pour le faire tourner. Le hardware. Exactement, le hardware. Et c'est là que l'équation me pose problème. L'objectif déclaré des sanctions américaines, c'était de bloquer technologiquement l'entreprise au niveau des standards de l'année 2017, ce qui correspond à une gravure de puce de 14 nanomètres. C'était le plafond de verre imposé, oui. Or, les nouveaux modèles phares de la marque embarquent le processeur Kirin 930 Pro. Il est gravé en 5 nanomètres par le fondeur chinois SMCI. C'est là que la magie opère. Mais comment ils font? Comment réussissent-ils à concevoir et produire ce composant ultramoderne tout en étant exclus de l'accès aux équipements occidentaux de pointe? Le décryptage de cette situation met en lumière une ingéniosité spectaculaire face à la contrainte absolue. En temps normal, pour atteindre une finesse de gravure de 5 nanomètres, l'industrie s'appuie sur une technologie très spécifique. Les machines EUV, c'est ça? Voilà, la lithographie ultraviolette extrême. Ces équipements sont d'une complexité inouïe. Ils sont le monopole exclusif du fabricant néerlandais ASML et leur exportation vers la Chine fait l'objet d'un embargo très strict. Donc ils n'y ont pas accès du tout. Zéro accès. La question du comment trouve sa réponse dans une technique d'optimisation poussée à l'extrême. Privés des machines EUV, les ingénieurs ont utilisé les équipements de la génération précédente, la technologie DUV. D'accord. Et ils les ont exploités bien au-delà de leurs limites théoriques. Pour bien visualiser, d'après nos notes, c'est un peu comme essayer de dessiner un plan d'architecte ultra détaillé, mais avec un crayon à pointe très épaisse, non? C'est une excellente métaphore. Pour compenser, ils utilisent une méthode appelée le multipatterning. Ils appliquent plusieurs masques successifs et repassent plusieurs fois sur la même plaque de silicium pour sculpter des transistors minuscules, des détails que la machine n'était pas censée pouvoir dessiner en un seul passage. Exactement. C'est une chorégraphie industrielle d'une précision hallucinante. Mais, et il est fondamental de le souligner, cette méthode palliative comporte de lourdes contreparties. C'est pas parfait. Non. Ce processus n'est pas optimal selon les standards de l'industrie classique. Le fait de multiplier les passages sur le silicium augmente considérablement le risque de défaut. Par conséquent, le rendement, c'est-à-dire la proportion de puces parfaitement viables obtenue à la fin du processus, est significativement plus faible qu'avec une machine EUV de dernière génération. Et financièrement parlant, c'est là que le bas blesse, non? Forcément, On constate une explosion des coûts de production de l'ordre de 50%. Dans n'importe quel secteur soumis aux lois de la libre concurrence, une telle augmentation des coûts sur le composant central d'un appareil signerait la faillite immédiate du produit. Est-ce vraiment un modèle viable à long terme? eh bien, si l'on relie cela au contexte global, il faut comprendre que la grille d'analyse n'est plus purement comptable. Elle est stratégique. Stratégique avant tout. Dans un marché ouvert, ce serait en effet une hérésie économique. Mais le but premier ici n'est pas de maximiser la marge bénéficiaire immédiate sur chaque processeur vendu. L'objectif, c'est la viabilité stratégique face à un embargo. Et le contrat est rempli. L'objectif est coché, oui. L'écosystème fonctionne de manière fluide, les puces existent et elles alimentent les appareils haut de gamme sans dépendre de l'extérieur. L'implication géopolitique est monumentale, car elle acte l'avènement d'une souveraineté totale. Fini la dépendance. Totalement. L'époque où il dépendait du fondeur taïwanais TSMC pour la fabrication ou de l'américain Qualcomm pour l'architecture s'est bel et bien révolue. À l'échelle mondiale, il ne reste aujourd'hui que 2 géants, capables de maîtriser cette trinité technologique absolue. Concevoir le design de la puce, développer le système d'exploitation et faire l'intégration matérielle. C'est ça. Et ces 2 acteurs sont Apple et Huawei. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si l'analyse s'arrêtait ici, on aurait simplement l'histoire d'un équivalent asiatique d'Apple qui a réussi le tour de force de survivre en autarcie. Ce qui est déjà énorme en soi. Oui, mais l'ambition dépasse largement le cadre du smartphone. Le terrain de jeu s'est déplacé vers la mobilité lourde, l'automobile. Mhm. Ce qui est captivant, c'est qu'ils n'essayent pas de réinventer la roue. Ils ne cherchent pas à concurrencer les constructeurs historiques sur l'assemblage des châssis ou la tôlerie. Leur stratégie consiste à s'imposer comme le cerveau logiciel absolu de la voiture. L'habitacle est devenu leur nouvel écran principal. Et la matérialisation de cette stratégie est d'une ampleur saisissante. Le partenariat emblématique dans ce domaine porte le nom d'Aito. Adding intelligence to auto. Exactement. C'est développé avec le constructeur Ceres. Et les volumes de production ne relèvent plus de l'expérimentation. Le millionième véhicule issu de cette alliance a été produit en janvier 2026. 1 million.
C'est énorme. Ce n'est pas qu'un chiffre de vente. 1 million de véhicules en circulation, équipés de cette suite logicielle, ça représente une flotte colossale qui aspire des pétaoctets de données en temps réel. Sur l'état des routes, les comportements, les imprévus. Voilà. Et tout ça sert à entraîner et perfectionner l'intelligence artificielle du système. Et les capacités de ce système méritent vraiment qu'on s'y attarde. La technologie embarquée bouscule très clairement la hiérarchie des leaders mondiaux. Le dispositif de conduite autonome, l'ADS 4.0, franchit un cap technique majeur. C'est un point névralgique de la compétition technologique actuelle. Les analyses les plus rigoureuses positionnent désormais ce système ADS 4.0 comme la référence mondiale en matière de conduite autonome. Devant Tesla, L'évaluation démontre une supériorité opérationnelle face au célèbre système FSD de Tesla, oui. Tout particulièrement dans les environnements urbains denses et complexes. les centres-villes asiatiques sont de vrais labyrinthes. Avec leur densité de piétons, de deux roues et toutes ces situations imprévisibles, ça représente le défi ultime pour l'IA embarquée. La capacité du système à anticiper et à gérer cette fluidité chaotique semble avoir atteint un niveau de maturité sans précédent. Il y a un détail technique fascinant d'ailleurs concernant le SUV fer de lance de la marque, l'Aito M9. Ça illustre à merveille cette fusion entre le logiciel de bord et l'environnement physique. Ce véhicule est équipé de phares intelligents qui dépassent de loin la simple fonction d'éclairage. Ce sont des projecteurs. De véritables projecteurs interactifs à haute résolution. Ils sont capables de projeter les indications de navigation du GPS ou même des messages d'alerte de sécurité directement sur l'asphalte, devant le véhicule. Le virtuel vient littéralement s'imprimer sur la réalité physique de la route. C'est impressionnant. C'est le genre de concept qu'on voyait dans des salons automobiles conceptuels il y a 5 ans et qui est aujourd'hui une réalité commerciale produite en série. Et cette innovation matérielle prend tout son sens lorsqu'elle est couplée à la continuité de l'expérience utilisateur. Ce qui nous ramène au système d'exploitation distribué qu'on évoquait tout à l'heure. Le fameux Pure Harmony. Oui, l'intégration se fait sans aucune friction. Concrètement, lorsque le conducteur approche du véhicule, celui-ci reconnaît instantanément le profil Harmony OS. Mais attention, ça va bien au-delà de l'ajustement du siège ou des rétroviseurs. Ah oui, l'exemple de la visioconférence. Voilà. Si une visioconférence professionnelle est en cours sur le smartphone au moment d'ouvrir la portière, l'appel bascule automatiquement et instantanément sur les écrans panoramiques du tableau de bord. Sans qu'on ait besoin de toucher à rien. Sans rien toucher, le système prend immédiatement le relais en utilisant les caméras infrarouges et les micros directionnels de l'habitacle. Pas la moindre seconde de coupure pour les interlocuteurs. L'environnement numérique ne réside plus dans un appareil spécifique, il enveloppe l'utilisateur tout au long de sa journée. Mais une intégration d'une telle fluidité qui exige des transferts de données vidéo haute définition et des flux massifs de télémétrie en temps réel, ça ne peut pas reposer sur des réseaux saturés. Impossible. Ça nous amène à la clé de voûte de cet édifice, l'infrastructure invisible qui permet à cette magie technologique d'opérer, les télécommunications de pointe. Le nerf de la guerre. Le contraste observé à l'échelle mondiale est assez saisissant. Pour quiconque observe les débats en Europe ou en Amérique du Nord concernant l'optimisation des réseaux 5G existants, le rythme imposé en Asie semble provenir d'un autre calendrier. C'est sûr. La Chine déploie actuellement la 5.5G qu'on appelle souvent la 5G Advanced à l'échelle de l'ensemble du territoire national. La précipitation de ce déploiement s'explique par les impératifs techniques du nouvel écosystème. Les performances de la 5.5G apportent des débits descendants de l'ordre de 10 gigabits par seconde. C'est massif. Mais la caractéristique la plus critique n'est pas le volume de données. C'est le temps de réaction. La latence tombe à une seule milliseconde. 1 milliseconde, c'est virtuellement instantané à l'échelle de la perception humaine. Absolument. Et il est essentiel de comprendre pourquoi cette milliseconde est le véritable enjeu. C'est le prérequis absolu pour l'automatisation à grande échelle. Pour les voitures dont on parlait ? Exact. Sans ce temps de réponse quasi nul, des flottes entières de voitures autonomes fonctionnant sous ADS 4.0 ou des armées de robots industriels ne pourraient pas communiquer entre eux et avec l'infrastructure urbaine de manière sécurisée. La dictature du temps réel, nécessaire pour éviter une collision ou coordonner une chaîne de montage, impose ce standard de performance. Ce qui soulève un paradoxe fascinant, voire une véritable épine dans le pied pour la politique internationale de sanctions. On se souvient tous des intenses campagnes diplomatiques visant à bannir l'installation d'antennes 5G de cette marque dans les infrastructures critiques des pays occidentaux. La sécurité nationale était l'argument numéro 1.
Oui, l'argument principal. Pourtant, derrière ces interdictions matérielles, il existe un filet de sécurité financier et intellectuel qu'aucune frontière physique ne peut bloquer. C'est le grand paradoxe de la propriété intellectuelle. Indépendamment des restrictions d'accès aux marchés publics occidentaux, l'entreprise a maintenu et consolidé sa position de premier détenteur mondial de brevets essentiels. Sur la 5G. Sur les standards de la 5G, oui, et désormais sur la 6G en cours de normalisation. Le piège géopolitique est redoutable. Parce qu'on est obligé de payer au final. Exactement. Un pays souverain peut tout à fait décider de bannir physiquement les équipements de cette marque de son sol. Cependant, les fournisseurs alternatifs, qu'ils soient européens ou nord-américains, qui seront choisis pour construire ce réseau dit sécurisé, devront obligatoirement utiliser les protocoles mathématiques et les technologies de transmission inventées et brevetées par l'entreprise chinoise. C'est implacable. Conséquence directe, les opérateurs de ces pays finissent par reverser des millions, voire des milliards en royalties de propriété intellectuelle à l'entité qu'ils tentent d'exclure. L'influence technologique et la rente financière persistent largement au-delà des barrières matérielles imposées. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si l'on prend un peu de recul pour synthétiser l'ensemble de ces dynamiques, la leçon stratégique est pour le moins brutale. Brutal, c'est le mot. La volonté délibérée d'isoler un acteur majeur pour freiner son ascension a déclenché une réaction en chaîne redoutable. Les sanctions, initialement conçues comme une camisole de force technologique, ont agi comme un incubateur. Elles ont contraint à la création intégrale d'un écosystème fonctionnant en vase clos, totalement affranchi des technologies occidentales. Et plus déstabilisant encore pour les architectes de cet embargo, cet écosystème autonome démontre aujourd'hui une supériorité tangible sur des secteurs hautement stratégiques. Que ce soit l'intégration de l'IA dans l'espace automobile ou la 5.5G sans latence. C'est l'effet boomerang par excellence. Et la formulation la plus lucide pour clore cette observation se trouve d'ailleurs dans les conclusions de l'analyse qui a servi de socle à nos échanges. La synthèse tient en une phrase particulièrement marquante. Laquelle? Je cite. « On n'a pas tué Huawei, on a créé un concurrent qu'on ne peut plus contrôler. » Waouh! Ce constat illustre parfaitement les limites de la coercition technologique. La stratégie de l'étranglement n'a pas étouffé l'innovation. Elle a précipité l'émergence d'un géant totalement autosuffisant, capable de dicter ses propres standards. C'est l'illustration parfaite de l'arroseur arrosé à l'échelle macroéconomique. Et la vélocité avec laquelle cette mutation s'est opérée force le respect, indépendamment des considérations politiques. Mais une fois que l'on a acté l'existence de cette bulle technologique impénétrable, quelles sont les prochaines ondes de choc à anticiper? Ça soulève une question importante, une perspective qui mérite une réflexion approfondie. Nous venons d'analyser comment une unique entité est parvenue, sous la contrainte d'un blocus technologique sévère, à édifier un univers parallèle complet en l'espace de quelques années. Du traitement du silicium jusqu'au phare des voitures. Voilà. La véritable interrogation stratégique pour la décennie à venir est donc la suivante. Que se passera-t-il le jour où ce colosse de l'autosuffisance décidera de déployer massivement ce modèle écosystémique totalement fermé à l'international? C'est vrai que le monde ne s'arrête pas aux frontières occidentales. Loin de là. Il existe des marchés immenses en Asie du Sud-Est, sur le continent africain ou en Amérique latine. Ces pays cherchent à s'équiper rapidement et ne sont tenus par aucune des restrictions occidentales. L'exportation agressive de cette infrastructure clé en main pourrait non seulement fragmenter l'Internet mondial, mais redessiner en profondeur les alliances économiques et technologiques de demain. C'est une perspective vertigineuse qui offre matière à réflexion bien après la fin de cette session. L'échiquier mondial de l'innovation est en pleine reconfiguration sous nos yeux, redéfinissant les notions de puissance et d'indépendance. Définitivement. Que ce soit en observant l'évolution des interfaces qui habitent nos véhicules, en mesurant l'impact de l'intelligence artificielle sur l'infrastructure urbaine, ou simplement en décryptant les dynamiques industrielles actuelles, ces clés de compréhension sont devenues incontournables pour appréhender la complexité des enjeux de 2026. Un grand merci pour toutes ces analyses. C'était un plaisir. Merci à tous ceux qui ont suivi cette exploration au cœur de la géopolitique technologique. À très bientôt pour une nouvelle analyse détaillée de ce qui façonne discrètement notre avenir.